On va réviser maintenant les fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine était un moraliste, n'est-ce pas? Il a publié ses fables en livres, n'est-ce pas? 12 livres en 3 volumes sur une trentaine d'années. Les fables, c'est un petit récit court qui trouve les sources dans l'Antiquité. Il y a beaucoup de sources, mais particulièrement il y a Ésope et Phèdre. Et c'est pas Phèdre de Racine, hein, c'est Phèdre l'auteur de fables. Euh, Ça peut être en vers ou en prose. C'est un genre didactique, n'est-ce pas? La morale peut être au début ou à la fin, mais il y a euh, une morale. Les fables appartiennent à l'apologue. Et l'apologue était quelque chose qui était un genre mineur jusqu'au XVIIe siècle, où on va trouver des gens comme La Fontaine ou La Rochefoucauld qui écrit des maximes, ou La Bruyère qui écrit les caractères, ou Pascal qui écrit ses pensées. Eux, ils vont rehausser ce genre à quelque chose de grand. Euh, la moralité dans une fable peut être implicite ou explicite, n'est-ce pas? Elle peut être au début ou à la fin, ou même détachée du récit. Mais ce que ces moralistes visent, c'est l'universalité de la morale, n'est-ce pas? Ces moralistes examinent la nature humaine dans l'universalité. Euh, les classiques, les auteurs classiques sont modestes, ils inspirent des anciens, mais ils ajoutent quelque chose, n'est-ce pas? Il dit lui-même, mon imitation n'est pas un esclavage, n'est-ce pas? Il dit ça dans un des prologues. La Fontaine, comme les autres moralistes, comme les autres auteurs et des artistes, veut plaire et instruire, qui fonctionne comme une devise du siècle entier. La Fontaine, comme les autres moralistes, rénove le genre de l'apologue, n'est-ce pas? Ici, lui, il travaille dans la fable. Euh, la Fontaine va éloigner de la brièveté de l'originel. Il innove en donnant des précisions et informations telles que le lieu, le métier, le prénom, etc. Il donne une priorité au récit. Euh, il utilise le présent de la narration pour rendre plus vivant, n'est-ce pas? Il se sert de l'imparfait pour les actions longues et durables. Euh, il écrit en vers libre parce qu'il n'est pas contraint par une forme particulière, ça donne beaucoup de souplesse, n'est-ce pas? Il se sert des animaux, il fait une personnification, il attribue des caractéristiques humaines aux animaux. Euh, et il accentue le comique, n'est-ce pas? Situation, comique de gestes, de langue, de mœurs, mais surtout de caractère. Il va faire rentrer dans la fable quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est la nature, les sens, les sentiments. Ça ne va pas être le tout petit récit court et sec des anciens. Alors, pour ce faire, il se sert du dialogue, n'est-ce pas? Le style direct du dialogue. Ça fait qu'on a un petit tableau. Euh, il va se servir de l'ironie pour communiquer sa critique, n'est-ce pas, la satire. Euh, Aussi, il va il va rendre une vérité psychologique à ces petits portraits, n'est-ce pas? Et ce n'est pas des particuliers, bien sûr, ce sont des types. Hein, on cherche l'universel. Il va représenter aussi tous les niveaux de la société. On va du plus minable pauvre paysan au plus grand roi. Aussi, il fait une différence dans le vocabulaire. Il va faire rentrer dans ses fables le vocabulaire des métiers, des expressions populaires. Il va faire encore des néologismes, n'est-ce pas? Il va faire vivre ces petites histoires.
Alors, les fables de La Fontaine, ils proposent une réflexion sur la société, sur la manière dont chacun d'entre nous vit sa vie. Il va mettre en scène des traits caractéristiques humains en les attribuant aux animaux. Il dépeint l'homme et sa relation à la nature et ses semblables. Et ici, on va parler de la raison et non pas de l'esprit, non pas de religion, n'est-ce pas? C'est une vie séculaire. Dans les fables, les animaux réagissent comme les hommes, donc personnification, car pour La Fontaine, dans la vie réelle, les hommes agissent comme des animaux. Ici, dans la deuxième préface, quand il dédie cela, il dit, je cite, tout parle dans mon ouvrage, même les poissons. Donc, on va commencer à regarder un petit peu les quelques fables que nous avons lues. Le corbeau et le renard, ça doit être le plus célèbre de tous ces fabliaux, fables. Il va peindre les mœurs de la cour, n'est-ce pas? Il va faire une vraie petite scène de théâtre. Il va montrer comment la cour fonctionne et c'est par flatterie. Là, il faut regarder l'oiseau que le renard va flatter. Ce n'est pas un rossignol qui est connu pour le chant, c'est pas un colibri, c'est un corbeau. Un corbeau, n'est-ce pas, est autant plus ridicule comme objet de flatterie, c'est que le corbeau fait croac, n'est-ce pas? Il n'a pas un beau chant. Donc c'est ridicule d'office. Et on peut tracer comment on appelle ça, la manipulation par l'adresse, n'est-ce pas? Comment le renard salue le corbeau. D'abord, c'est Maître Corbeau. Après, c'est Monsieur du Corbeau quand il est en pleine flatterie. Et puis après, c'est très familier. Mais mon bon monsieur, n'est-ce pas? Quand il lui donne la leçon. La morale, c'est apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est exactement comment fonctionne la cour. Si le renard et le corbeau étaient une vraie petite pièce de théâtre, là vous avez une véritable tragédie en miniature. Il met en scène l'hypocrisie du roi, la violence du pouvoir, il met en scène cette fausse humilité avec l'auto-accusation du lion qui a, je cite, dévoré force mouton et le berger. On voit la fourberie et la flatterie du renard. Les dés sont truqués, le résultat est donné d'avance. Ça va être le plus faible qui va payer pour les grands. Et il se sert du futur, payera, n'est-ce pas, sera, parce que ça ne va pas changer. Il est vraiment pessimiste, c'est comme ça le monde fonctionne, n'est-ce pas? C'est la loi du jungle à la cour. Il a un dénouement dans cette fable assez rapide. La scène d'exécution de l'âne est coupée, on passe très vite. Et la moralité est pessimiste, fataliste et très nette. Le monde ne peut pas changer. Le lion, le loup, le renard seront toujours les mêmes. La fable est importante par sa place et est inscrite dans le thème de satire sociale. Ce système de bouc émissaire, on voit dans d'autres fables. On a lu Le loup et l'agneau. Si vous vous souvenez bien, pour le loup, ce n'est pas important. Il essaie de trouver une charge, une accusation contre le petit agneau qui n'était même pas né, et c'est pas grave. Il va dire que si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Il va payer. Quelqu'un va payer et c'est toujours le plus faible. Vous avez le loup et le chien, et dans la fable ici, il va représenter le prix de la liberté. C'est que il faut risquer tout pour rester libre, n'est-ce pas? Et c'est la faim. Le loup crève de faim, n'est-ce pas? Mais le prix de l'aisance, de la sécurité, c'est la servitude. Pour la cigale et la fourmi, là, c'est un petit peu plus subtil.
il montre le côté coercitif des vertus, n'est-ce pas? Des vertus qui ici, la fourmi qui est vertueuse, qui a beaucoup travaillé, d'éthique du travail, vraiment est sans compassion, n'est-ce pas? Donc il renverse les situations. La vertu devient vraiment presque un péché ici. Alors, est-ce que ces fables sont pour les enfants? C'est une question qu'on peut poser après avoir vu la représentation de Robert Wilson, n'est-ce pas, où il met en scène le côté violent et agressif de ses contes, n'est-ce pas? Le cigale et la fourmi n'est pas prêteuse, et puis le loup et l'agneau en particulier. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Il y a différentes façons d'apprécier ces fables. Vous avez le premier niveau, ça c'est comme les enfants, on apprécie les histoires. Deuxième, c'est la littérarité, n'est-ce pas, le côté artistique, n'est-ce pas, de l'art d'écriture, n'est-ce pas, ça sera nous, les étudiants de la littérature, mais il y a aussi une appréciation de quelqu'un de mature qui connaît le monde et qui reconnaît comment le monde fonctionne. Donc vraiment ces fables-là ne sont pas visées simplement pour les enfants, mais elles sont assez profondes. Et voilà notre révision